Salut les devins, c'est Saikyo. Bienvenue dans ma review de l'épisode numéro 15 de Dragon Ball Daima. Encore une publication rapidement supprimée par le site et le calendrier de la plateforme Hulu, la série se clôturait au 20e épisode, ce qui laisse très peu désormais a priori de marge de manœuvre et qui a suscité tout un lot de réactions à la suite du 15e qui selon moi mérite d'apporter un certain degré d'analyse aujourd'hui. On ne peut pas se contenter d'un feu d'artifice émotionnel sur les réseaux et puis c'est tout. L'épisode récent de Dragon Ball Daima a suscité des réactions contrastées, mettant en lumière, grosso modo, deux visions distinctes de l'œuvre. D'un côté, une partie du public qui perçoit et accepte l'essence même du projet, Daima, son intention artistique et narrative, et la manière dont Akira Toriyama, à la fois en fin de carrière et de vie, a structuré cet univers. De l'autre, une frange de spectateurs qui s'attendaient à une continuité directe avec l'escalade de puissance, qui est l'un des points caractéristiques de la franchise depuis quelques décennies, et largement entériné par Dragon Ball Super, ce qui engendre une incompréhension face aux choix scénaristiques actuels, pourtant bien plus en accord avec les projets récents d'Akira Toriyama qui gravitent ou sont totalement hors de l'univers de Dragon Ball tel que ces derniers one-shot en date. Cette scission est pour moi révélatrice de l'impact qu'a eu Dragon Ball au fil des générations. L'œuvre est devenue pour Goku, image souvent apportée par l'animation Dragon Ball Z, par l'imagerie véhiculée via ses jeux vidéo à succès ou encore certaines fanfictions, d'affrontements systématiquement titanesques, à tel point que toute approche plus nuancée est perçue comme une rupture avec ses fondamentaux. Pourtant, Daima ne prétend jamais reproduire le schéma classique de la montée en puissance, mais plutôt proposer un retour à une dynamique plus aventureuse et exploratoire, renouant ainsi avec l'essence des premières sagas de Dragon Ball, tout en jouant son rôle d'hommage à diverses étapes clés de la franchise, jusqu'à des VGT. Daima est comme une forme de renouveau, point qui avait été mentionné par le comédien de doublage historique de Vegeta, Ryo Horikawa, au moment du décès d'Akira Toriyama. Je cite, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, et même maintenant je suis rempli d'incrédulité. La série Dragon Ball venait de commencer un nouveau voyage. L'histoire était censée devenir de plus en plus palpitante et passionnante. C'est trop soudain. C'est dommage. Merci beaucoup d'avoir donné naissance à cette merveilleuse œuvre, que ton âme puisse trouver le repos. Une nouvelle ère, un nouvel univers de Dragon Ball s'ouvrait avec Daima, amenant une déconstruction des attentes et une redéfinition des enjeux. Dans le dernier épisode par exemple, l'un des éléments qui déroute le plus certains spectateurs réside dans la manière dont les héros réagissent face aux soldats du Daimakai, loin d'être une simple question de puissance. On navigue un petit peu dans les mêmes eaux que dans l'épisode numéro 13 avec les géants. De nombreuses personnes n'ont pas compris pourquoi il n'était pas facile pour Goku et ses alliés de se défaire de ces créatures-là, et ont assimilé leurs embûches au fait que Goku et ses alliés sont de petite taille tandis que les adversaires sont géants. Mais non, là n'est pas le problème fondamentalement. Le problème est que ces géants sont des entités magiques, littéralement en japonais des Majin. Ils sont par essence constitués d'une magie puissante au cœur d'un univers dont nous, les fans, y compris de la première époque, devons apprendre à maîtriser les nouveaux codes. Concernant les gardes dans le 15e épisode, c'est similaire. Il y a une nouvelle logique. La magie occupe une place centrale. Elle a d'énormes similarités avec le ki, mais elle a aussi ses spécificités. Neba expliquera que ses armes n'ont pas grand chose à voir avec les attaques traditionnelles, que même Piccolo, avec ses capacités de régénération assez développées, n'en ressortirait pas indemne et même pas vivant si un point vital était touché. Glorio aura des paroles qui vont en ce sens-là, tandis que Panzi appuiera le fait qu'elles peuvent tirer pendant un nombre d'heures plus qu'étonnant, renvoyant aux apports du docteur Arinsu à ce grand royaume des démons, ayant pu combiner son savoir technologique scientifique à la magie dont bénéficient ces lieux. Ce choix narratif n'est pas anodin. On marque ici une transition vers un univers aux règles encore inconnues, desquelles on ne peut ni préjuger ni encore réellement juger. Nous sommes toujours dans une phase d'appréhension. Dans Dragon Ball, la force brute n'a jamais été un absolu. Le manga regorge d'exemples où des ennemis surpuissants sont vaincus par des moyens détournés, où des héros invincibles a priori doivent s'adapter à un contexte qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Cet aspect est d'ailleurs fondamental dans la construction de l'univers apporté par Akira Toriyama, là où la logique des combats n'est pas forcément rigide et absolue. Si Goku et ses alliés semblent en difficulté, c'est parce qu'ils doivent composer avec des éléments tout à fait novateurs. Certes, les gardes peuvent être facilement pris à revers, mais leurs armes sont si puissantes et ils sont en si grand nombre que Goku et ses alliés sont restreints, ce qui me fait penser au récit d'Akira Toriyama concernant Yamoshi. Celui-ci s'est éveillé au Super Saiyan, il était bien au-delà de n'importe lequel de ses adversaires au cœur maléfique et pourtant il finit vaincu, tué pour la simple et bonne raison qu'il s'épuisa, le nombre ayant eu raison de
de lui. La menace en elle-même dans l'épisode numéro 15 de Daima est totalement novatrice. On l'a vu avec les armes et aussi les chars qui ont fait beaucoup rire. Mais là on n'est pas dans le Cell Games, notamment l'animé, avec Cell qui fait face à l'armée. Pas du tout. Goma envoie ce qu'il a de mieux sous la main, notamment en matière de technologie et de magie. Le fait que Goku et ses alliés puissent casser la gueule à cette armée est aussi un point clé pour que Goma se réveille et accède à d'autres pouvoirs, le menant en quelque sorte à outrepasser ses limites. Autrement, il ne le ferait pas. Goma n'étant malheureusement pas un expert en guerre ou quoi que ce soit a priori, il était comme un bras droit en dessous de Dabura, et hormis le sort de bras de fer entre lui et son paternel Abura, pour le trône, Goma a toujours vécu peinard dans son château. Et jusqu'au premier épisode de Daima, il ne connaissait rien des capacités du monde extérieur qu'il sous-estimait par ailleurs. Cette scène n'a pas le même rôle scénaristique que Goku qui pouvait s'en prendre à l'armée du ruban rouge, dans laquelle on aurait cru que Goku était dans un Musou à la Dynasty Warrior et devait fouetter le moindre adversaire qui passe. Ici, le rôle est à la protection. Et on a vu à quel point Bulma était fébrile face à ses adversaires. L'environnement lui-même, de par sa chaleur, les feux qui prennent à droite et à gauche, devient un ennemi à lui tout seul pour les personnages les plus faibles du groupe. Épisode titré tout de même Troisième œil, et non pas la bataille face à l'armée de Goma, ni l'armée de Goma tout court. Troisième œil que l'épisode a beaucoup développé, on va y revenir plus tard, et j'ai bien apprécié cette phase-là. Certains voudraient que Goku et ses amis passent directement Super Saiyan et déboîtent à une vitesse éclair l'armée adverse. Pourtant, des personnages tels que Neba et Glorio nous ont alertés sur les capacités magiques de ces armes, et le trio Goku, Vegeta et Piccolo a tenté de poser des stratégies. J'ai bien vu Goku demander à Neba de neutraliser les armes adverses. J'ai vu Vegeta vouloir tout faire reposer sur lui-même, expliquant que son Court Saiyan devrait parvenir à encaisser et à rétorquer. Piccolo lui aussi a misé sur ses capacités Namek et a voulu tenter le jeu de la régénération. On a vu une stratégie se mettre en place, ce n'est pas comme si les trois personnages étaient restés benés face à la menace. Concernant le Super Saiyan, je ne suis pas d'accord. Je trouve que Goku, Vegeta et Piccolo sont suffisamment puissants pour s'affranchir de ce type de menace-là sans avoir à passer par le Super Saiyan. J'ai même trouvé que durant l'épisode, il n'était pas nécessaire Goku l'a activé, alors qu'il avait franchement le dessus, et c'était peut-être un peu plus pour flatter la rétine à l'aide des jeux de lumière qu'apporte le Super Saiyan qu'autre chose. Vegeta ne l'a même pas passé, Piccolo n'a pas enlevé ses vêtements lourds d'entraînement, et on a vu très vite que lorsque la distance de sécurité entre les gardes et leurs armes était franchie par Goku et Vegeta, ou bien Piccolo, ils abandonnaient, ils fuyaient, sachant que le groupe allié n'a pas pour vocation de briser des vies ici. Ils savent que les démons auxquels ils ont affaire sont à la solde de ce palais royal et de Goma à sa tête. Ils n'ont aucune rancœur face à ces derniers. Ils marchent donc sur des œufs en voulant assurer leur sécurité, mais aussi celle de leurs adversaires. Les mettre hors d'état de nuire, mais pas non plus les tuer, les blesser gravement ou quoi que ce soit. La nature de cet affrontement est véritablement à cerner. Alors dans la forme et dans les faits de l'épisode 15, ça ne rend pas grand chose de majestueux ni d'engageant à regarder. Mais cela nous amène à discuter d'un changement nécessaire dans l'évolution de la franchise. Daima arrive près d'une décennie après Dragon Ball Super l'animé. Dès 2013, c'est le concept du multivers qui nous était révélé. Les ennemis et adversaires, tous plus puissants que les autres, ont été empilés tel un amoncellement de viande sur une broche chez le maître kebabier. Alors que faire? Encore la même? Un nouvel ennemi plus puissant? Une nouvelle coloration de cheveux pour Goku et Vegeta? La réponse d'Akira Toriyama dans le contexte de sa fin de carrière et fin de vie fut de revenir aux bases de l'aventure pour célébrer d'ailleurs l'anniversaire des 40 ans de la série, élargir le lore avec quelque chose dont il avait discuté en interview quelque peu et qu'il avait d'ailleurs pointé du doigt dans l'arc Majin Buu, le royaume des démons, à voir s'il ira jusqu'au Makaioshin, ce serait intéressant. Degesu et Arensu paraissant parfaitement taillés pour le rôle et rétablissant une forme de vulnérabilité pour les héros. Autrement, comment générer un véritable enjeu narratif dans une série qui, tout comme Dragon Ball Super, souffre du fait qu'elle se déroule avant le 28e tournoi des arts martiaux. Ce changement apparaît et s'inscrit dans une démarche logique. Si Dragon Ball continue de ne proposer que des affrontements de plus en plus démesurés, il finira, tel Cell en deuxième forme, par s'autodétruire, en épuisant son propre concept. A l'inverse, un retour à une dynamique plus proche de l'exploration, du mystère et de l'inconnu permet de restaurer l'émerveillement qui faisait la force du manga originel. On ressent donc l'importance du contexte de création vis-à-vis d'Akira Toriyama. C'est important de recontextualiser Daima dans la trajectoire globale de l'auteur. Il ne s'agit pas simplement d'un projet commercial destiné à capitaliser sur la popularité de la franchise, mais bien de l'un des derniers projets scénarisés par l'auteur lui-même avant son décès. Ce seul fait
lui confère une dimension patrimoniale qui mérite une approche plus réfléchie et respectueuse de ses intentions. Ce projet nous a été délivré par un Akira Toriyama atteint d'une tumeur au cerveau et qui décéda plus tard des suites de son opération d'un hématome sous-dural aigu. Akira Toriyama ne pouvait pas savoir pour cet hématome, il se pensait potentiellement sauvé grâce à l'opération, mais il se savait touché d'une tumeur au cerveau. J'avais documenté cela sur la chaîne à l'époque, on avait certains de ses proches qui l'avaient rencontré dans les derniers instants, il se savait bien malade, mais gardait le cap. Dans ses attitudes, postures, façon de parler, il avait l'air plutôt cool. Toriyama est revenu à faire du Toriyama, avec un style narratif imprévisible, oscillant entre comédie burlesque et moments d'intensité dramatique, un côté beaucoup plus mignon en vieillissant, et ça s'est ressenti largement sur ses dernières illustrations. Il est donc absurde de juger Daima uniquement à l'aune des codes récents de Dragon Ball Super, alors que son ambition est justement de s'éloigner de cette dynamique. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'Akio Yoku, ayant repris les rênes de Dragon Ball, pourrait sonder l'opinion publique et revenir vers quelque chose de beaucoup plus parodique de ce que Dragon Ball Z, l'animé ou Super ont pu produire. En tout cas, Dragon Ball Daima est un projet profondément cohérent, à condition de l'aborder avec le bon prisme. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'accepter, l'apprécier et se taire, pas du tout. Il peut ne pas être au goût de nombreuses personnes, mais il conviendrait que chacun puisse l'évaluer dans son bon contexte. En vous précisant au passage que sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous ai proposé à nouveau le fameux sondage. L'épisode 15 de Daima est top, moyen ou zéro. Je rappelle que je laisse 3 choix très marqués pour dégager des tendances. Les nuances, vous me les apportez directement en commentaire, c'est plus simple. En tout cas, contrairement aux 2 dernières semaines, épisodes 13 et 14 sur lesquels le moyen était victorieux, après avoir eu 12 épisodes sur lesquels le top l'a emporté haut la main, le top, en tout cas du moins le côté positif, reprend le dessus sur 4100 votants et merci à chacun d'entre vous. Le sondage est toujours actif, je vous mets son lien en description. 43% ont favorisé le top, ça ne veut pas dire qu'ils pensent qu'il est top, mais que leur expérience de visionnage a été plutôt positive. 34% moyen, donc à minima le trouvant correct, et 23% zéro, ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas vu une seule bonne chose dans l'épisode, ça veut plutôt dire que il pencherait dans la balance du côté du négatif. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur les 128 commentaires que vous m'avez laissés, 128 sur 4100 votants, soit 3% des votants, eh bien la majorité de ces commentaires sont là pour pester contre l'épisode. On se retrouve avec un paradoxe que j'avais pointé du doigt jusqu'au 12e épisode. Les personnes qui apprécient préfèrent le faire dans l'ombre, tandis que ceux qui n'aiment pas veulent absolument le crier haut et fort. C'est une sorte de pattern qui revient assez souvent concernant Dragon Ball Daima notamment. Ça m'apparaît quasiment comme un fait sociologique qui mériterait d'être analysé. Daima n'est pas là pour trahir l'œuvre originale, ni un simple prétexte à la nostalgie. C'est une tentative de rééquilibrage, un retour à une forme plus organique de narration où l'enjeu ne se mesure pas uniquement en termes de puissance brute, mais en termes de découverte, d'adaptation et d'évolution. Si l'on accepte cette lecture, alors Daima n'apparaît non pas comme une anomalie, mais comme une réponse intelligente aux excès de Dragon Ball Super, un projet qui, loin de nier le passé, tente au contraire de réconcilier toutes les facettes de l'œuvre, tout en rendant l'un des derniers hommages à son créateur. Une réflexion pouvant en apporter une autre, je voulais aussi faire un point sur une sorte de carence en matière de nouveaux mangas de légende, qui selon moi est l'une des causes profondes du phénomène. L'une des raisons majeures expliquant cette volonté d'essorer jusqu'à la moelle les grandes licences du passé. Quand je parle d'essorer une œuvre, ça inclut son auteur, qu'il soit malade, qu'il soit mourant, qu'il soit âgé, qu'il soit retraité, peu importe. C'est valable pour Dragon Ball en premier lieu, mais aussi pour One Piece, pour Naruto et pour Bleach, jusqu'à en arriver à recruter un Toyotaru ou encore un Ikimoto sur Boruto qui était assistant de Kishimoto pour avoir une sorte d'imitateur de l'original qui lui aussi s'en prendra plein la gueule car même s'il imite plutôt bien, il est évidemment loin du niveau de l'originel, une imitation limitée avec des capacités de création vraiment restreintes et apportant malgré lui sa propre vision de et à l'œuvre, avec des fans qui ne sont en définitive jamais satisfaits que l'œuvre s'arrête, ils ne sont pas contents qu'elle revienne tant que faire se peut et vis-à-vis de ce que les conditions actuelles permettent, ils ne seront pas contents. Comment satisfaire cela? Eh bien il y a quelque chose qui me paraît assez malsain, bien que je sois le premier à consommer le renouveau de Bleach, de Naruto, de Dragon Ball et sûrement pour vous de One Piece. C'est l'absence de renouveau du côté des mangas de légende. Je pense que la question ne se poserait pas s'il y avait de nouveaux piliers
réelles, pas simplement fondées sur du buzz, sur de l'éphémère. Des œuvres capables de fédérer non pas une génération, mais plusieurs générations entières. Autrefois, des œuvres comme DB, One Piece, Naruto, Bleach ont marqué leur époque par leur qualité narrative, leur univers unique et l'aura de leurs créateurs, qui avaient une vision claire, un talent indéniable pour la construction de mondes. Aujourd'hui, force est de constater que la relève peine à atteindre un niveau ne serait-ce que comparable. On se retrouve dans un marché ultra concurrentiel et formaté. Autrefois, le Jump et les autres magazines de prépublication servaient de vivier à des récits audacieux, où les auteurs avaient le temps d'affiner leur vision. Désormais, l'industrie du manga est calibrée pour répondre à des attentes marketing précises, avec une exigence immédiate de rentabilité qui vient étouffer la prise de risque et la créativité, poussant à la production de séries de plus en plus formatées qui peinent à s'imposer sur la durée et qui ont le relent de ressembler de plus en plus à des clones l'un de l'autre. On a également l'impact du numérique et de la consommation rapide, comme dans le domaine de la musique. Les nouvelles générations consomment le manga et l'animation différemment. Il y a eu un phénomène d'explosion des webtoons, la prépublication numérique et la consommation en mode binge-watching ont modifié les attentes et un manga doit accrocher immédiatement et ne peut plus se permettre un développement progressif comme Dragon Ball ou One Piece à leur début. C'est une accélération nette du rythme narratif qui nuit à la profondeur des intrigues et empêche à la création d'univers aussi immersifs que ceux des légendes passées qui reviennent aujourd'hui, parfois même de manière zombifiée, du moment où cela satisfera le consommateur. Les auteurs de légendes ont eux-mêmes vieilli ou disparu, Toriyama nous a quittés, Oda paraît épuisé par One Piece, Kishimoto a vu Naruto être poursuivi par un Boruto aux intentions un peu trop mercantiles, Kubo a dû interrompre Bleach prématurément pour diverses raisons, notamment de ses propres propos de santé. Ses créateurs et tant d'autres avaient une maîtrise du rythme, du chara-design, de la narration qui est vraiment difficile à retrouver aujourd'hui. Le Jump n'a plus du tout l'aura d'époque, il n'y a pas eu d'autres magazines concurrents qui a pu s'imposer, les mangas s'y enchaînent sans que rien ne nous accroche véritablement dans la durée, ni même la jeune génération qui y trouve des aventures et des expériences sympas, mais plus forcément de légendes. Et lorsque cela fonctionne, c'est souvent sur des œuvres courtes. Peu d'auteurs récents ont démontré une capacité similaire à tenir une œuvre sur plusieurs décennies, tout en préservant une profondeur et une complexité qui va marquer les esprits. Et puis, les mangas tels que Dragon Ball ou encore le fameux Grand 3 ont façonné l'imaginaire collectif du shonen moderne, au point que beaucoup de nouvelles œuvres se contentent d'en reprendre les codes sans véritablement les réinventer. On a une surabondance d'isekai génériques, de mangas en mode Battle Royale et de séries où la montée en puissance est mécaniquement reproduite sans subtilité, symptôme d'une industrie qui tourne en rond. Cette même industrie tente d'apporter une solution, mais elle paraît caduque, incertaine dès son évocation, avec la nostalgie comme valeur refuge. Face à cette situation, les éditeurs et les producteurs préfèrent capitaliser sur la nostalgie, ou même des sociétés un petit peu hybrides telles que Capsule Corporation Tokyo d'Akio Yoku qui gère les animés et jeux vidéo Dragon Ball désormais. Pourquoi chercher à développer un nouveau manga de légende si Dragon Ball, One Piece et Naruto peuvent encore générer des millions ou des milliards grâce aux spin-offs, adaptations et produits dérivés? L'industrie ne veut pas et ne peut peut-être pas prendre le risque de laisser ces sagas mourir. Elles restent des références inébranlables en l'absence de successeurs à leur auteur. Mais ce modèle a fondamentalement ses limites. À force d'essorer ses franchises et leurs auteurs, l'industrie risque de fragiliser leur héritage. Chaque prolongation de Dragon Ball, chaque reboot de Naruto ou relance de Bleach pose une question essentielle. Jusqu'à quel point un mythe peut-il être perpétué sans perdre son essence? D'où le fait qu'Akira Toriyama, poussé dans ses derniers retranchements, ait choisi d'apporter un renouveau à son œuvre elle-même, une forme de soft reboot via Dragon Ball Daima. On peut se poser des questions vis-à-vis d'une nouvelle ère du manga à venir pour sauver le tout, pour que l'industrie retrouve un souffle comparable à celui de l'âge d'or du shonen. Il semble perdu et bien lointain, et il faudra des auteurs en nombre capables de briser le moule et de proposer des récits audacieux, de remettre une pièce dans la machine. Peut-être que la nouvelle génération émergera d'un format inattendu d'ailleurs. Webtoon, indépendant, autopublication, peut-être qu'une œuvre viendra bousculer les codes établis et réécrire les règles du genre. Mais tant que cela ne se produit pas, nous resterons dans un cycle où l'on puise sans relâche dans le passé, car il n'y a rien de suffisamment grand actuellement dans le présent pour prendre le relais. Il n'y a personne, non pas seulement pour faire mieux, mais personne ne serait-ce que pour les égaler. Concernant Daima, et le cas d'Akira Toriyama, n'oublions pas non plus l'influence de tous les JRPG, qui est l'un des héritages de Toriyama. Il apprécie les jeux vidéo de type JRPG et le JRPG l'apprécie. Dragon Ball a marqué le monde du manga, il est impossible d'ignorer l'influence majeure de Toriyama sur l'univers du jeu vidéo. Il a non seulement contribué à façonner l'esthétique de titres emblématiques comme Dragon Quest,
et il a aussi transposé dans ses œuvres des codes narratifs propres aux jeux de rôle japonais. Avec Daima, cette influence se ressent encore plus fortement. Le concept d'un nouveau monde, inconnu aux règles mystérieuses, des ennemis dotés de pouvoirs spécifiques, une progression par palier où les héros doivent s'adapter aux contraintes d'un nouvel environnement, tout cela évoque la structure d'un RPG à l'ancienne. Petite parenthèse pour le prochain jeu clair-obscur qui a l'air vraiment pas mal. RPG à l'ancienne, là où la puissance brute ne suffit pas toujours et où l'exploration, stratégie, compréhension du lore deviennent essentielles. Toriyama a toujours aimé déjouer les attentes de son public, ce qui est contraire d'ailleurs de la vision d'Akio Yoko, qui aime bien remuer la nostalgie de ces derniers, ce qui explique pourquoi Daima paraît parfois baroque, car il dispose de ses deux têtes pensantes, mais également pourquoi Daima s'éloigne du modèle ultra bagarreur de Dragon Ball Super pour rappeler les aventures plus immersives et progressives d'un JRPG. On retrouve cette idée dans l'importance accordée aux artefacts, par exemple la magie à l'intérieur des pistolets du Daimakai, aux créatures singulières comme les Tamagami, mais aussi mythologiques comme le Kraken ou le Troll, réaperçu durant cet épisode 15 et crédité en tant que troll. On pensera aussi à la gargouille ou au loup-garou, et on peut trouver dans Daima des sortes de quêtes annexes, telles que l'exploration d'un monde aux lois inédites, comme dans l'épisode numéro 13. Dans ce sens, Daima peut être vu comme une extension naturelle de l'amour de Toriyama pour les JRPG, où la puissance ne fait pas tout et où chaque détail compte. Les amateurs de Blue Dragon me comprendront très bien. Un retour aux sources qui, loin d'être une régression, est une relecture du shonen sous un prisme vidéoludique cher à son auteur. En somme, pressé comme un citron, il a réellement fait ce qu'il a pu, et à vrai dire, même si ça n'est pas du goût de tout le monde, il l'a fait avec brio, et a probablement compris quel était le malaise de cette industrie dans lequel il était quasiment forcé de baigner à nouveau. Alors on a passé beaucoup de temps à discuter de cela durant cette review, on en a beaucoup parlé durant les réseaux, et pourtant c'était relativement minoritaire dans l'épisode, qui s'est vachement rattaché au wagon du troisième œil. Avant d'en arriver très vite là, j'aimerais quand même toucher deux mots via un retour d'expérience, un qui date et un qui est tout frais. Le premier concernant Dragon Ball Super. Dans l'anime, Goku se retrouvait face à des terriens avec une arme classique et s'était fait blesser par un pistolet ou fusil assez lambda et sommaire, et cela n'avait pas dérangé grand monde à l'époque, de ma propre expérience et de mon propre vécu. Là où pourtant, il est vrai que Sorbet qui avait mis KO Goku ou encore Merus avec son pistolet qui avait fait du mal, et pourtant c'était un ange à Goku, avait fait son scandale. Mais concernant l'égratignure de Son Goku, je l'avais pointé du doigt, j'avais quasiment ragé sur ça à l'époque, et on m'avait dit que j'étais sûrement un petit peu fou de le faire. Je trouve ça assez drôle et je me délecte pas mal de voir à quel point on peut tomber sur Daima avec un Goku qui est plus faible, qui est petit, face à des pistolets magiques dont on ne connaît rien, et dont plusieurs personnages dont Neba, le Namek de la légende, dit qu'il faut se méfier, alors que pour Son Goku qui était en pleine forme, en taille adulte, après Daima, plus puissant, face à des armes tout à fait lambda, se retrouve avec un début de blessure, et cela paraissait normal pour beaucoup de monde. Comme quoi, les temps changent. L'autre retour d'expérience, il est tout frais, car depuis à peu près un an, je me fais une sorte de rewatch de Dragon Ball, j'y vais vraiment à la cool, je prends mon temps et j'en suis à l'arc Majin Buu de DBZ. Je vous invite à reprendre le lot d'épisodes, pourquoi pas du 215e au 222e, Dragon Ball Z animé de légende. Eh bien, force est de constater qu'il y a des longueurs monstres, des répétitions cataclysmiques, des explications qui sont répétées mot pour mot sans qu'il n'y ait aucune valeur d'ajouter. Le rythme était bien meilleur et frôlait la perfection en version manga, mais Akira Toriyama se permettait aussi pas mal de facilité. Yamu et Spopovich au tournoi des arts martiaux qui vont réussir à mettre la main sur l'énergie de Son Gohan après que Kaioshin, totalement inconnu au bataillon de Son Goku et ses alliés, fasse 2-3 pirouettes mentales et arrive à leur faire gober le fait que Gohan doit se laisser faire, absorber son énergie et qu'elle parte en possession de deux inconnus pour raviver le plus grand démon de tous les temps, c'est à des centaines de kilomètres de la notion de cohérence, surtout que le groupe de Goku et Vegeta ne fera que désobéir à Kaioshin par la suite, quasiment. Ce même Kaioshin qui ne cesse de raconter des bêtises d'épisode en épisode, jusqu'à surévaluer ce que Babidi peut concocter en s'alliant avec des êtres tels que Pupui. En plein arc Namek, arc qui est mon favori de tout Dragon Ball et ça le restera probablement ad vitam aeternam, c'est la folie au niveau des power-up. Via le fameux boost que les Saiyans reçoivent après avoir frôlé la mort, ça n'arrête pas, au point tel qu'Akira Toriyama en est arrivé à la facilité de mettre dans son récit Vegeta qui brise quasiment le 4e mur en disant à Dende « Bon, je peux devenir plus fort en frôlant la mort, je vais baisser mon kill, le petit chef Krillin va limite me tuer et toi tu vas me soigner. » Akira Toriyama prenait la main sur ses propres codes et leur tordait le cou avec une force phénoménale. Ça n'a jamais brusqué personne. Et par contre, dans Daima, lorsque l'on tente d'explorer un nouveau lore totalement inconnu, que l'on nous apporte quelques bases de compréhension, ça pose problème. Je ne peux que m'inscrire en défaut. Le truc dans tout ça, c'est que je n'ai pas trouvé l'épisode absolument inoubliable ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé la partie sur le lore, évidemment. Dabura, troisième œil et
tout, c'était sublime. Par contre, il est vrai que la partie combat ne m'a pas subjugué du tout. Elle ne m'a pas plu, je trouve qu'elle est totalement dispensable, on aurait pu s'en passer, mais je l'ai tout de même comprise. Il y a quelques éléments, cela dit, sur lesquels il convient de s'arrêter et qui sont problématiques, notamment que fait Shin. Au début, on avait vu ça dans la preview, il est recroquevillé sur lui-même, il semble avoir peur, avoir été neutralisé, l'épisode n'apporte aucune explication. Il aurait pu dire que ce type de magie-là ou d'énergie serait fatal pour lui et on aurait compris. Alors que Pandy, qui n'est pas du tout combattante, qui est une enfant, malgré ses 82 ans de mémoire, est en première ligne de front. Et Shin, qui est capable de se battre, de sa propre bouche, capable de battre Freezer d'un revers de la main, a littéralement peur. Ça m'a véritablement paru problématique et hors sol. C'est ce même Kaioshin qui avait une technique pour immobiliser Gohan lorsque Yamus Popovich se jette sur lui. S'il avait fait ça sur un ou plusieurs gardes, je pense que ça aurait permis quelques ouvertures. Par exemple, c'était peut-être le moment pour lui d'employer de sa magie alors que Neba s'y refuse. C'est aussi un questionnement concernant Neba, c'est pas un problème, mais ça m'intrigue concernant ses aspirations. Qu'elle soit bénéfique ou maléfique, pourquoi se refuse-t-il à aider Goku et le reste de sa bande ici, lui disant tout de même qu'il veut les mener à réaliser leurs vœux. Donc soit cet être-là est une sorte de giga-entité bénéfique qui veut rester détaché un minimum, ou bien il va leur faire à l'envers comme jamais. On a vu pléthore de personnages relativement nouveaux dans l'épisode, ou en tout cas nouveaux dans la série Daima, tels que le troll. On a vu l'équipe du roi Kadan, il y a ce petit bonhomme verdâtre et grincheux là qui s'appelle le bouffon vert, littéralement en japonais. On a le sbire de Dabura en forme d'insecte, mais on a aussi et surtout cette femme, Majin en quelque sorte, avec un chapeau énorme qui a pu dérober le troisième œil à Ibis, et elle est nommée dans les crédits comme, je cite, une belle femme avec un chapeau étrange. Elle n'a pas de nom à proprement parler, ce qui a lancé pas mal de rumeurs sur le fait que cela pourrait être Degesu qui s'est déguisé pour obtenir le troisième œil de la part de Ibis. Peut-être pour ne pas être repéré par Goma si jamais Degesu veut lui faire à l'envers, et surtout pour ne pas alerter Ibis, car les deux Glind, Arinsu et Degesu qui accompagnent Goma sont bien connus dans le grand royaume des démons. On a vu des êtres similaires à Dabura et similaires à la fois sur le plan vestimentaire que physique à ceux que l'on a aperçus dans le flashback d'épisode numéro 14. Dans la veine totale de Dabura, il mentionnera le secteur Oparu qui peut faire penser évidemment à la pierre d'Opale. On a appris pourquoi Goma a été d'office le roi du Daimakai après la mort de Dabura, car visiblement Dabura n'avait pas de famille derrière lui, pas d'enfant ni de fille ou de fils, mais il y avait une sorte de vice-roi du grand royaume des démons. C'était Goma, alors sans forcément parler d'hérédité, mais plutôt de hiérarchie, c'était à lui que revenait le rôle. On a vu plusieurs silhouettes de plusieurs anciens rois du grand royaume des démons utilisant le troisième œil, et c'était à vrai dire bien plus que des silhouettes. C'était des dessins complets qu'ils ont noircis, mais si l'on augmente la luminosité, on y voit beaucoup mieux. Et le dénommé Vebils sur Twitter a tenté de les représenter tant que faire se peut, avec des références manifeste à Dragon Quest, que cela soit par un démon qui utilise un œil, mais aussi en termes de design, dont notamment le roi démon Zoma dans Dragon Quest 3 qui vient d'avoir son espèce de remaster remake. On se rend compte que la quête au troisième œil de la part de Dabura a eu lieu il y a de cela des millénaires, voire peut-être même des millions d'années en arrière, car les barrières entre les mondes n'existaient pas. Neba ne les avait toujours pas apposées via sa magie. On a quelques indices donc qui sont disséminés de ci de là concernant la chronologie des événements. Et Daima explique aussi beaucoup de choses de manière implicite. C'est ça que j'apprécie dans l'œuvre. La main ne nous est pas forcément toujours tendue. Il y a aussi un appel à réfléchir un minimum. Du reste, j'apprécie ce Dabura qui est trahi Abura afin de récupérer son trône. C'était quelque chose qui n'était pas forcément très attendu. On s'attendait plutôt à ce qu'il ait passé le relais sur son chevet de mort plutôt qu'avec un Dabura qui a trahi. Mais une fois n'est pas coutume, c'est la loi du plus fort qui régit. On a vu comment Ibis a récupéré cet œil dans la montagne, pas très loin du fameux Zombie Game. Et on a vu également comment Ibis, sur une blague extrêmement Toriyamaesque, a refilé cet œil-là à une femme qu'il ne connaît même pas, qui est peut-être Degesu grimée, renversant totalement l'équilibre des forces et l'échiquier de Dragon Ball Daima. Reste à voir si c'est Goma qui va l'utiliser, si c'est Degesu, Arinsu, une création type Majin, Ku et Du. J'apprécie beaucoup leur relationnel, leur fraternité pour le moment. Beaucoup de théories vont bon train et elles me paraissent pertinentes sur le fait que si les deux étaient réunifiés comme Super Buu vis-à-vis du Buu gris du Majin Buu sorti de cocon par exemple, eh bien on associerait l'intelligence de Ku qui a été manifeste face à Tamagami numéro 1 ainsi que la force brute et en quelque sorte une forme de génie au combat de Du pour avoir le combattant ultime, chose que pour le moment nous n'avons pas dans
dans Daima, et c'est vrai que ces deux entités-là distinctes pourraient la former si elles étaient réunifiées. J'aimerais donc en savoir beaucoup plus sur le pourquoi du comment il y a encore des êtres qui ressemblent beaucoup à Dabura et qui font partie de l'armée du grand royaume des démons mais n'ont pas un statut très élevé. J'en veux évidemment beaucoup plus sur ce troisième œil et celui ou celle qui l'utilisera, sur l'avenir des Majin, sur la vie qu'a ponctionné Goma au préalable via ses gardes. Rappelons-nous de cela, c'est pour ça que je me suis permis de vous proposer une vidéo sur le Genki Dama à la sauce Majin dans Dragon Ball Daima. Qu'adviendra-t-il de la fusion? Vegeta a accepté de manger celui qui est l'équivalent d'un Senzu. La porte est désormais ouverte pour qu'il grignote celui propice à la fusion. Tout cela et beaucoup plus encore devrait nous être dévoilé en 5 épisodes. Je me demande comment cet exploit peut-il être réalisé sans accroc. J'ai passé un bon moment devant ce 15e épisode de Daima, j'en attendais principalement du lore sur le troisième œil maléfique, c'est ce que j'ai eu. On a beaucoup, voire même beaucoup trop temporisé sur la bataille, et bien qu'elle ne soit pas de mon goût et probablement pas beaucoup du vôtre non plus, elle a réussi à faire sens à mes yeux après réflexion. La question que l'on peut se poser désormais, c'est est-ce que les ayants droit actuels de Dragon Ball vont poursuivre ce que Akira Toriyama avait lancé avec Daima, ou bien vont-ils prendre un virage phénoménal et revenir vers ce qui a plutôt bien marché ces derniers temps, à la Dragon Ball Super Broly, à la Moro pour le manga, des cadences de puissance, de transformation, d'ennemis plutôt marquants mais qui manquent véritablement de fond, nouvelle coloration en veux-tu en voilà, de l'épicness, peut-être plus de maturité et de sérieux parfois, mais attention, là où de tels projets peuvent véritablement fonctionner sur un Dragon Ball Super Broly qui se suffit quasiment à lui-même, qui bénéficiait de l'écriture d'Akira Toriyama, ça se ressentait avec le développement du personnage de Broly qui est à la fois subtil et intéressant. Si les ayants droit s'en donnent à cœur joie pour donner satisfaction à des études de marché, ça peut donner lieu à d'énormes nanars côté Dragon Ball à l'avenir. C'est quelque chose que je redoute et quelque chose que Daima nous épargne pour le moment. On entre a priori dans le climax de cette série, je pense que le fanservice va défiler sous nos yeux à partir de là. Épisode 18 pourquoi pas, ça paraît propice à ce genre de situation. Le prochain se nomme Degesu, on s'en parle très rapidement sur la chaîne via mon analyse de preview. Merci vraiment pour tout. Mettez-moi un petit Ibis la saucisse, le mec a l'artefact ultime en sa possession, capable de renverser l'ordre établi dans le grand royaume des démons, et il va t'échanger ça contre un chapeau qui ressemble à un churros à la fête foraine. Il n'y a qu'une saucisse pour faire une telle erreur, et ni plus ni moins que Ibis pour la représenter. N'hésitez pas à mettre cela en zone commentaire, merci vraiment du fond du cœur pour tout. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez-moi vos analyses également en zone commentaire, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.